Il y a quelques jours, j'étais interrogée par une jeune maman sur les différents styles d'éducation. Et effectivement, c'est pas facile de faire la différence entre l'éducation Montessori et l'éducation bienveillante, par exemple, ou de prendre du recul par rapport à l'éducation traditionnelle que nous avons nous-mêmes reçue. C'est donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir quels sont les différents styles d'éducation, avec les avantages et les inconvénients de chacun. Je vais aussi partager avec vous ma propre expérience sur le style d'éducation que j'ai construit pour élever ma fille. Et grâce à tous ces éléments, vous allez enfin comprendre quels sont les différents styles d'éducation et pouvoir choisir celui qui vous correspond le mieux. L'élément le plus important qui distingue les différents styles d'éducation, c'est la posture de l'adulte, la manière dont il va se positionner par rapport à l'enfant. Est-ce qu'il va considérer qu'il est supérieur à l'enfant et donc qu'il est au-dessus de lui, ou au contraire, est-ce qu'il va considérer qu'il est égal à l'enfant et donc qu'il est à côté de lui? C'est tout ce qui va faire la différence dans les différents styles d'éducation. Et c'est ce que je vais vous détailler maintenant. L'éducation autoritaire. Dans l'éducation autoritaire, le parent se positionne au-dessus de l'enfant parce qu'il considère qu'il lui est supérieur. Le parent autoritaire estime qu'il est plus âgé, qu'il a plus d'expérience que l'enfant et donc qu'il sait mieux que lui. C'est pour ça qu'il va lui dire exactement ce qu'il doit faire, comment est-ce qu'il doit le faire, et il s'attend à ce que l'enfant suive exactement toutes les règles qu'il aura édictées. Et si l'enfant ne suit pas ces règles-là, il sera puni. C'est donc un style d'éducation qui est très prescriptif. C'est le parent qui dit ce qu'on doit faire, qui fixe les règles, et l'enfant doit suivre ces règles-là sous peine d'être puni. C'est aussi un style d'éducation qui est très ancien, très traditionnel. C'est celui qu'on a utilisé depuis des siècles et des siècles et qui est encore en vigueur aujourd'hui puisqu'il y a un certain nombre de parents qui disent « Moi j'ai été élevé comme ça a très bien marché donc je vais continuer à élever mes enfants de la même façon ». Et enfin, 2 phrases pour illustrer ce qu'est le style autoritaire. Si t'es pas content, c'est la même chose et c'est moi qui décide de toute façon. Quels sont les avantages et les inconvénients du style autoritaire ? Alors dans les avantages, on peut dire qu'il y a un certain ordre qui règne à la maison avec le style autoritaire. Les enfants suivent les règles sans moufter, donc c'est assez pratique pour les parents. Plusieurs inconvénients par contre pour le style autoritaire. Déjà, on n'apprend pas à l'enfant à se responsabiliser et à développer son propre jugement. Dans le style autoritaire, ce qu'on demande à l'enfant, c'est juste de suivre les règles sans les remettre en question. Mais ça, c'est pas ce qu'on attend d'un adulte. Un adulte, il doit avoir son esprit critique, il doit être capable de réfléchir à ce qu'on lui demandait, pas forcément de suivre des règles s'il les trouve complètement inadaptées ou complètement stupides. Donc il y a un décalage entre ce qu'on attend d'un enfant qui est élevé avec le style autoritaire et ce qu'on attend d'un futur adulte avec un esprit critique qui va être développé et avec un jugement qui lui est propre. Deuxième inconvénient, ça va être sur la réaction des enfants face à une autorité qui peut être très forte. Dans le style autoritaire, on a des parents qui représentent vraiment la figure d'autorité. Alors tant que les enfants respectent les règles, tout va bien. Mais si à un moment donné, on va trop loin, que les enfants commencent à se rebeller, qu'ils commencent à entrer dans leur crise d'adolescence, ça peut devenir compliqué. Et là, ils peuvent rejeter complètement en bloc toute l'autorité et refuser de suivre toutes les règles qui ont été dictées dans le style autoritaire. Et enfin, troisième inconvénient du style autoritaire, c'est souvent le niveau d'exigence qui va avec ce style d'éducation. Les parents qui appliquent le style autoritaire ont souvent un niveau d'exigence qui est très élevé et ils attendent vraiment de l'excellence de la part de leurs enfants, ce qui peut être dur à vivre pour les enfants. Et quand ils n'arrivent pas à atteindre ce niveau-là, ils peuvent avoir l'impression de décevoir leurs parents, c'est difficile et ça peut venir entacher, diminuer la confiance en eux des enfants. L'éducation bienveillante. Première chose qu'il est extrêmement importante de préciser en parlant de l'éducation bienveillante, c'est que ça n'est pas du laisser-faire. Dans le laisser-faire total, il n'y a aucune règle, aucune autorité et l'enfant fait ce qu'il veut parce qu'on part du principe qu'il va expérimenter, il va apprendre la vie et ça sera la meilleure façon pour lui de grandir. Ça, c'est mauvais pour l'enfant. L'enfant, il a besoin de règles et il a besoin d'un cadre. Donc, le laisser-faire, c'est vraiment pas le style d'éducation qu'il faut lui apporter. Donc, je vais pas passer beaucoup de temps dessus parce que c'est pas une option. Ce qui me semblait important, par contre, de préciser, c'est que ce laisser-faire, ça n'est pas la même chose que l'éducation bienveillante. Dans l'éducation bienveillante, il y a un cadre et il y a des règles et il y a quand même une structure qui est apportée à l'enfant et c'est ça qu'on va détailler. Dans l'éducation bienveillante, qu'on appelle aussi éducation positive, le parent va se positionner autour de l'enfant.
il va construire un cadre structuré qui va permettre à l'enfant de grandir. Et ce cadre-là, il va être constitué de règles. Il y a donc des règles, on voit que ce n'est pas du laisser-faire. Des règles sur des choses qui sont importantes, tout ce qui concerne la sécurité ou le respect de l'autre, par exemple. Par contre, à l'intérieur de ce cadre, le parent qui pratique l'éducation bienveillante va laisser plus de liberté à l'enfant. Sur le choix des vêtements, par exemple, le parent qui pratique l'éducation bienveillante va dire mon enfant il a le droit de choisir comment est-ce qu'il s'habille, il peut mettre un pull rouge ou un pull bleu du moment que c'est adapté à la saison, c'est son propre choix. Dans l'éducation bienveillante, on va aussi faire très attention aux émotions de l'enfant, on va les prendre en compte. Et ça, c'est une grosse différence avec l'éducation autoritaire. Dans l'éducation autoritaire, on ne prend pas en compte les émotions de l'enfant et on ne les intègre pas. La règle, c'est la règle, peu importe les émotions que ça peut générer chez l'enfant. Alors que dans l'éducation bienveillante, c'est quelque chose qu'on va intégrer et le parent va faire extrêmement attention à construire cet environnement autour de l'enfant, qui soit un environnement positif, qui lui permette d'exprimer ses émotions et qui intègre quelles sont les émotions des enfants. Et on retrouve cette attention aux émotions dans les différentes influences qui ont permis à l'éducation bienveillante de se développer. C'est un type d'éducation qui s'est développé dans les années 70 et qui s'est appuyé sur plusieurs influences différentes. La première, c'est la communication non violente, qui est un style de communication qui a été développé dans les années 70 et qui permet de communiquer sans violence, sans être agressif et qui permet donc à l'autre de recevoir le message de manière beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable. Deuxième influence de l'éducation bienveillante, c'est tout ce qui est neurosciences qui sont aussi beaucoup développées ces dernières années. Aujourd'hui, on connaît mieux comment fonctionne le cerveau des enfants, on continue à faire des recherches dessus et on intègre notamment dans les neurosciences l'influence des émotions sur le développement des enfants. Et enfin, troisième influence pour l'éducation bienveillante, c'est la psychologie positive qui va s'intéresser à tout ce qui est confiance en soi, empathie, etc. On voit donc que cette éducation bienveillante, elle s'est vraiment développée avec des influences qui prenaient en compte toutes ces émotions-là et qui les ont intégrées dans l'éducation. Quelques phrases types pour illustrer ce qu'est l'éducation bienveillante. Alors dans l'éducation bienveillante, on va donc favoriser cette communication non violente et on va par exemple dire « J'ai remarqué hier que tu avais arraché des mains le camion à ton petit frère. Si tu te mettais à sa place, tu pourrais voir que ça n'est pas très agréable et lui, ça lui a fait de la peine. La prochaine fois, il vaut mieux que tu lui demandes « Est-ce que tu pourras me prêter ton camion quand tu auras fini de jouer avec lui ?» Voilà, ça c'est une manière de s'exprimer quand on est parent et qu'on utilise l'éducation bienveillante avec plusieurs choses sur lesquelles on va faire attention. On évite de coller une étiquette sur le dos des enfants. On évite par exemple de dire « tu es méchant ». Le « tu » est très accusateur. Le fait de dire que l'enfant est méchant, ça lui colle une étiquette sur le dos. On évite aussi de dire « tu cries tout le temps » en criant. Ça, c'est pas très exemplaire et c'est pas très éducation bienveillante. On va plutôt partir d'un fait concret. Hier, tu as arraché le camion des mains de ton petit frère et on va proposer une solution alternative. On va dire la prochaine fois, tu pourras lui demander gentiment qu'il te le prête. Et donc, au lieu de stigmatiser l'enfant en disant « tu es comme ça », en lui criant dessus, on va plutôt lui expliquer quel est le comportement attendu. Ça ne veut pas dire qu'on laisse passer les choses. Encore une fois, il n'y a pas de laisser faire. Si l'enfant a arraché le camion des mains, il n'y a pas de raison de laisser passer et il faut rappeler les règles à l'enfant. Mais c'est simplement dans la manière d'exprimer les choses que ça va changer. Au lieu de le stigmatiser et de dire « tu es comme ça », de lui crier dessus, on va plutôt lui dire « j'ai remarqué que ça avait entraîné telle conséquence, la prochaine fois tu pourras faire comme ça » en lui indiquant quel comportement est plus adapté. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'éducation bienveillante? Alors dans les avantages, bien entendu, on prend en compte les émotions des enfants. C'est une donnée qui est extrêmement importante et qui va structurer la manière dont on va éduquer notre enfant, ce qui n'était pas le cas dans l'éducation autoritaire. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. On va aussi faire attention à la manière dont on s'exprime vis-à-vis de son enfant. On va essayer de le valoriser et de mettre en avant ce qu'il peut faire, son identité, sa personnalité, pour essayer de développer sa confiance en soi, plutôt que de le stigmatiser ou de le rabrouer, ce qui pourrait au contraire diminuer son estime de soi. Par contre, il y a aussi des inconvénients dans l'éducation bienveillante. Le premier, ça va être la difficulté à trouver un juste milieu entre laisser cette part de liberté aux enfants, le fait de les laisser exprimer leurs émotions et le fait de garder des règles et un cadre. C'est pas toujours facile de trouver la bonne posture. Et parfois, on peut avoir des parents qui vont
soit repartir dans un cadre d'autorité parce qu'ils ont du mal à laisser la liberté nécessaire aux enfants, soit au contraire aller vers plus de laxisme parce qu'ils ont du mal à mettre en place le cadre. Difficile donc de trouver le juste milieu dans l'éducation bienveillante. Deuxième inconvénient, l'éducation bienveillante, ça demande du temps et de l'énergie. Vous le voyez tout à l'heure quand j'ai donné ma phrase type, ma phrase type, elle a fait 5 phrases en fait. J'ai remarqué que la prochaine fois tu pourras, voilà les émotions que ça a déclenché chez ton petit frère. J'ai mis 3 minutes à expliquer ce que je voulais dire. Ça aurait été beaucoup plus rapide de dire en mode éducation autoritaire, arrête de prendre le camion à ton petit frère, tu vas être puni. Là, en 2 phrases, c'était plié. Donc on voit que dans l'éducation bienveillante, ça demande plus de temps, plus d'énergie aussi pour prendre la peine d'expliquer à l'enfant ce qui est en train de se passer, de verbaliser ses émotions, etc. Donc, un investissement plus grand de la part des parents. Par contre, c'est normalement un investissement qui sera rentabilisé à long terme puisque l'enfant apprendra mieux à gérer de manière autonome ses émotions, à comprendre ce qui est en train de se passer et à adopter le comportement adéquat la prochaine fois. Troisième style d'éducation, l'éducation démocratique. Dans l'éducation démocratique, le parent se positionne à côté de l'enfant. Il considère que les adultes et les enfants sont égaux et qu'il n'y a donc pas de raison qu'ils soient au-dessus de l'enfant comme dans l'éducation autoritaire. Alors ça ne veut pas dire que les adultes et les enfants sont exactement les mêmes. Il y a des différences, exactement comme il y a des différences entre un homme et une femme. Et pour autant, les hommes et les femmes sont égaux et les adultes et les enfants sont égaux dans l'éducation démocratique. Dans l'éducation démocratique, les parents vont donc mettre en place des institutions qui vont permettre à chaque membre de la famille, adulte comme enfant, de participer aux prises de décision. Par exemple, où est-ce qu'on va partir en vacances cet été ou qu'est-ce qu'on va faire ce week-end. Dans ces institutions, on va aussi pouvoir discuter des règles et du fonctionnement de la famille. Et les enfants vont pouvoir proposer des nouvelles règles, ils vont pouvoir proposer de les adapter, de les changer ou de les faire évoluer pour pouvoir répondre de la manière la plus efficace possible aux besoins de la famille. Il n'y a donc pas des règles qui sont imposées par les parents sans discussion aux enfants comme on peut avoir dans l'éducation autoritaire, mais il y a plutôt des règles qui sont co-construites par l'ensemble des membres de la famille. Et enfin, dans l'éducation démocratique, les parents prennent le temps d'expliquer aux enfants quels sont les événements à venir, ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou l'été prochain, pour que les enfants puissent donner leur avis, puissent aussi s'y préparer et anticiper. Par exemple, les parents vont choisir l'établissement scolaire dans lequel l'enfant pourra aller l'année prochaine avec l'enfant. Il va donner son avis et ce n'est pas les parents qui vont imposer un établissement à leur enfant. Dans l'éducation démocratique, on a aussi une réflexion sur la répartition des tâches. Alors, c'est des choses qui peuvent être discutées pendant ces institutions-là, pendant un conseil de famille par exemple. Et on va faire des plannings pour répartir les tâches de manière plus égalitaire. Alors, chacun va participer en fonction du temps disponible qu'il a et en fonction de ses capacités. Mais l'idée, c'est que chaque membre de la famille mette la main à la pâte. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de responsabiliser les enfants. Plutôt qu'à un moment donné, tout d'un coup arriver en disant « vide le lave-vaisselle », ce qu'on retrouverait dans l'éducation autoritaire. Là, on va plutôt convenir avec l'enfant que son tour de vider le lave-vaisselle est le mardi et après, c'est à lui de s'organiser comme il veut. S'il veut le faire le matin, le soir, ça, c'est sa propre organisation et sa propre responsabilité. Et le parent n'a pas à lui rappeler toutes les 5 minutes. L'enfant est plus responsabilisé avec ce type d'éducation, avec l'éducation démocratique. Alors justement, vous voyez, c'est un des avantages de l'éducation démocratique, c'est le fait que ça responsabilise énormément les enfants. Ils participent aux différentes tâches, ils participent aux différentes décisions et on considère que leur avis est important, qu'ils apportent quelque chose à la famille. Et ça permet de les responsabiliser et de les valoriser, ce qui, bien entendu, va venir soutenir leur confiance en eux. Quand on met en place une éducation démocratique, on forme aussi des futurs citoyens. On apprend aux enfants à écouter les autres, à intégrer leur point de vue, à essayer de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Et tout ça, ça fait partie de l'éducation du futur citoyen que sera l'enfant. Plusieurs inconvénients dans l'éducation démocratique, comme dans les autres styles d'éducation. On a toujours des avantages et des inconvénients. Alors pour l'éducation démocratique, ce qui est important et ce qui peut être un inconvénient, c'est le fait que les parents doivent vraiment être convaincus, vraiment être intimement persuadés de leur égalité avec les enfants. Si au fond d'eux, ils se disent « non mais quand même, c'est moi l'adulte, je sais mieux que l'enfant, j'ai plus d'expérience », finalement, on va vite revenir vers un style d'autorité
d'éducation plus autoritaire et l'éducation démocratique ne va pas fonctionner. Donc vraiment le prérequis de l'éducation démocratique, c'est vraiment cette prise de conscience des parents de dire « je suis l'égal de mon enfant, je ne suis pas supérieur à lui ». Et ça, tout le monde n'a pas cette manière de penser-là. Et donc tout le monde ne peut pas et ne souhaite pas pratiquer l'éducation démocratique. Deuxième inconvénient dans l'éducation démocratique, c'est qu'à force de chercher à prendre l'avis de tout le monde, on peut se perdre dans des recherches de consensus sans fin. On va vouloir faire plaisir à tout le monde et au final, on n'arrivera jamais à avoir une décision satisfaisante et les discussions vont durer des heures et des heures. Ça, c'est un risque. Et enfin, le dernier risque, c'est d'oublier qu'il y a du non négociable. Il y a des choses qui sont des règles de base et qu'on ne peut pas discuter et qu'on ne peut pas négocier. Par exemple, tout ce qui concerne les règles de sécurité. Donc, oui, les enfants ont voix au chapitre, oui, ils donnent leur avis, oui, ils vont pouvoir co-construire les règles en vigueur à la maison, mais pas toutes. Il y a certaines règles qui sont non négociables et sur lesquelles on ne reviendra pas, tout ce qui concerne la sécurité ou les temps d'écran par exemple. Les parents peuvent dire il n'y a pas de négociation sur le temps d'écran, il est fixe et ça on ne peut pas le changer. Par contre, on peut discuter en famille lors du conseil de famille sur la manière dont on alloue ce temps d'écran. Est-ce qu'on regarde un film tous ensemble le samedi soir ou est-ce que chacun fait un peu de console un peu tous les jours? Ça, c'est des choses qui sont discutables. Il y en a d'autres qui ne le sont pas et qui sont non négociables. Deux phrases enfin pour illustrer ce qu'est l'éducation démocratique. Alors des parents qui pratiquent ce type d'éducation pourraient dire « Comment organise-t-on les vacances l'été prochain ?» On voit qu'on est dans « organise-t-on » et pas « On part en vacances à tel endroit, c'est décidé, on a déjà réservé », ce qui serait plutôt une éducation soit autoritaire, soit bienveillante, où le parent déciderait. Ou deuxième phrase qui pourrait représenter l'éducation démocratique, ça serait de dire « Comment est-ce qu'on se répartit les tâches ménagères la semaine prochaine ?» L'éducation Montessori. Alors à la base, l'éducation Montessori, ça n'est pas un style d'éducation à proprement parler. C'est plutôt une méthode pédagogique qui a été pensée pour la salle de classe par Maria Montessori. Mais cette méthode pédagogique, aujourd'hui, a pris de plus en plus d'ampleur. Il y a de plus en plus de parents qui la pratiquent et qui l'ont adaptée pour en faire un style d'éducation. C'est pour ça que ça me semblait important d'en parler aujourd'hui, surtout pour que vous puissiez comprendre ce que c'est et positionner l'éducation Montessori par rapport aux trois autres styles d'éducation qu'on a vus précédemment, autoritaire, bienveillante et démocratique. Dans l'éducation Montessori, le parent se positionne en dessous de l'enfant, comme un pilier, un soutien. L'idée, c'est vraiment que le parent est un accompagnateur qui va aider l'enfant à faire de manière autonome. Dans l'éducation Montessori, c'est l'enfant qui fait. C'est pour ça qu'on parle d'apprentissage actif. Et l'enfant va apprendre, va faire grâce à un environnement et un matériel qui vont être mis à disposition de l'enfant par le parent. Par exemple, pour tout ce qui concerne la propreté, on va essayer de rendre l'enfant le plus autonome possible, le plus tôt possible. Et donc, le parent va pouvoir lui fournir assez tôt un petit panier avec une petite brosse, une brosse à dents, un petit gant de toilette pour se débarbouiller. Et c'est l'enfant qui va prendre soin de lui très très jeune. Et là, du coup, le parent, il n'intervient pas. On voit vraiment qu'il est passif puisqu'on est dans un mode d'éducation, d'apprentissage où c'est l'enfant qui est actif et le parent va être plus en retrait. Le parent, il va fournir le matériel, il va fournir l'environnement, le panier avec les ustensiles et ensuite, c'est l'enfant qui va apprendre tout seul. Alors oui, au début, ça ne sera pas parfait. Les cheveux sont peut-être pas très bien peignés, la bouche pas très bien débarbouillée, mais ça n'est pas le plus important dans l'éducation Montessori. On préfère dire « mon enfant fait tout seul et il apprend par lui-même en faisant plutôt que je fais à sa place et ça sera mieux fait, mais du coup l'enfant est très passif et il n'apprend rien. » Qu'on est vraiment dans cette idée d'apprentissage actif, c'est l'enfant qui fait et c'est ça qu'on cherche, cette autonomie-là. Il y a donc deux marqueurs qui sont très forts dans l'éducation Montessori, l'importance de ce matériel et de cet environnement qui vont permettre à l'enfant d'apprendre par lui-même en manipulant et le rôle de parent qui va plutôt être donc ce facilitateur et cet accompagnateur qui va avoir un rôle plus passif, plus en retrait. Autre élément qui est important dans l'éducation Montessori, c'est le fait de ne pas pointer du doigt les erreurs des enfants ou les petits accidents. Par exemple, si on demande à l'enfant de mettre la table et d'apporter un pichet d'eau et qu'il renverse un peu d'eau, on ne va pas lui crier dessus.
On va plutôt lui dire comment est-ce que tu peux nettoyer, où est-ce que tu peux aller chercher un petit torchon pour aller ramasser l'eau. C'est là qu'on va avoir un lien avec l'éducation bienveillante. Dans l'éducation Montessori, on n'est pas en train de stigmatiser l'enfant, de le pointer du doigt en disant « tu es maladroit », mais plutôt de chercher à lui apprendre, encore une fois de manière autonome, à faire. Et forcément, ça implique des petits accidents, des petites maladresses, mais ça fait partie de l'apprentissage. Une phrase type pour l'éducation Montessori: fais par toi-même, fais par tout seul, sois autonome, essaye. Voilà, tout ça, ce sont des choses qu'on va retrouver dans l'éducation Montessori qui incitent les enfants à expérimenter et à apprendre par eux-mêmes. Avantages et inconvénients de l'éducation Montessori. Alors on l'a vu, un des gros avantages de l'éducation Montessori, c'est l'autonomie et la responsabilisation qu'on va donner aux enfants. Ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a aussi tout le côté entraide et coopération entre les enfants qui est intéressant. Dans les inconvénients, alors il y a cette idée de posture un peu passive de l'adulte qui est plutôt là pour soutenir que pour faire, qui peut ne pas convenir à certains parents. On a aussi toute l'importance du matériel et de l'environnement. On a vu, c'est grâce à ce matériel que l'enfant apprend, ce qui implique du coup qu'il faut beaucoup de matériel. Donc ça prend de la place, ça coûte cher, le matériel Montessori coûte cher, ou si on veut le fabriquer soi-même, ça demande du temps. Ça demande donc un certain investissement d'avoir tout ce matériel-là et tout cet environnement adapté quand on pratique la pédagogie Montessori. Et enfin, dernier inconvénient, toujours lié au matériel, à l'environnement, on n'a pas forcément envie de transformer toute sa maison en salle de classe Montessori, de repenser tout le mobilier pour que ça soit adapté à l'enfant. Il y a des parents qui aiment beaucoup ça, qui disent l'enfant fait partie de la maison et c'est normal d'intégrer du mobilier qui est adapté. Il y a d'autres parents qui disent plutôt non, le salon, j'ai envie que ça reste un salon d'adulte et je ne veux pas qu'il y ait des jouets ou du matériel Montessori partout. Ça, c'est vraiment une question de choix, mais ça peut être vu comme un inconvénient par certains parents. Synthèse des différents styles d'éducation. Pour finir, une synthèse des 4 différents styles d'éducation qu'on vient de passer en revue. Premier style, l'éducation autoritaire, dans lequel le parent se considère comme au-dessus de l'enfant. Il lui est supérieur, c'est donc lui qui va édicter les règles et l'enfant va devoir suivre ces règles-là. Deuxième style d'éducation, l'éducation bienveillante ou positive, dans laquelle le parent va se positionner autour de l'enfant. Il va essayer de construire un cadre qui permet à l'enfant de grandir en développant sa confiance en lui et en prenant en compte ses émotions. Troisième style d'éducation, le style démocratique, dans lequel le parent se positionne à côté de l'enfant. Il considère que adultes et enfants sont égaux et qu'à ce titre-là, tout le monde peut participer à la construction de la vie de famille et à la définition des règles de fonctionnement. Et enfin, le dernier style, l'éducation Montessori, qui n'est pas un style d'éducation en soi, mais qui prend de plus en plus d'ampleur, dans lequel le parent se considère comme étant en dessous de l'enfant, en soutien. Il va fournir à l'enfant du matériel, un environnement adapté pour que ce dernier puisse apprendre de manière totalement autonome. Quel style d'éducation j'ai choisi pour ma fille ? Pour conclure cette vidéo, ça me semblait intéressant de venir partager avec vous quel style d'éducation j'avais choisi pour ma fille. Ma fille, elle a 9 ans aujourd'hui et j'ai beaucoup réfléchi à l'éducation que j'avais envie de lui donner et à la manière dont j'avais envie de l'éduquer. Alors déjà, je savais que je n'avais pas envie d'une éducation autoritaire, ça ne correspond pas du tout à ma personnalité et à la manière dont je concevais l'éducation. Pour moi, l'éducation, c'est un échange, c'est bilatéral et ça ne doit pas du tout être descendant avec un parent ou des parents qui édictent les règles et des enfants qui les suivent sans moufter. Donc ça, c'était pas mon style d'éducation. Mais à partir de là, je savais ce que je ne voulais pas et au début, quand j'étais enceinte, je ne savais pas exactement ce que je voulais. Je me suis donc tournée vers l'éducation Montessori qui, pour moi, était l'alternative la plus connue, la plus disponible à cette éducation autoritaire. Je me suis dit, je ne veux pas de l'autoritaire, qu'est-ce que je peux mettre en place à la place? Et du coup, j'ai regardé ce qu'on pouvait faire du côté de Montessori. Alors l'éducation Montessori, elle m'a beaucoup aidée quand ma fille était très petite, justement parce que ça a été une bonne alternative à l'éducation autoritaire. Et j'ai beaucoup pratiqué d'ateliers avec ma fille, j'ai essayé de fabriquer du matériel sans que ça devienne envahissant, il fallait trouver juste milieu pour pouvoir lui apprendre justement l'autonomie et ça m'a beaucoup intéressée dans le rapport que je pouvais développer avec ma fille dans la recherche de cette autonomie-là. Par contre, ce qui m'a plus dérangée dans l'éducation Montessori, c'est justement le rôle passif du parent. Une fois qu'on a donné le matériel à l'enfant, le but c'est que l'enfant apprenne tout seul. Donc,
on est moins participant. Et ça m'a dérangée parce que j'avais envie d'avoir davantage d'échanges avec ma fille. C'est pour ça que petit à petit, plus elle a grandi, plus je me suis éloignée, ou moins j'ai pratiqué en tout cas l'éducation Montessori. Et j'ai commencé à remplacer ou à ajouter à l'éducation Montessori de l'éducation démocratique. Quand elle est devenue un peu plus grande, à partir de 3-4 ans, on a pu commencer à l'intégrer à la vie de famille, aux prises de décision, aux échanges, etc. Donc j'ai mis en place quelques institutions, donc des rétrospectives dont je parle dans une autre vidéo, je pourrais vous mettre le lien si vous voulez aller voir ce que c'est, des choses qui ressemblent à des conseils de famille, en tout cas des échanges qui permettent vraiment d'intégrer ma fille dans les prises de décision de la famille, dans l'établissement des règles, la co-construction des règles et dans le fait, comme je disais, de lui expliquer tout ce qui va arriver pour pouvoir lui demander son avis, pour pouvoir l'intégrer, etc. Et ça a été très important dans l'éducation que je lui donne aujourd'hui. C'est quelque chose qui est toujours très présent. Elle a 9 ans aujourd'hui et c'est vraiment aujourd'hui l'éducation démocratique que j'ai retenue pour elle. Mais comme je le disais, ça marche parce que moi je suis vraiment persuadée qu'il y a une égalité entre les adultes et les enfants. C'est quelque chose qui est très fort, c'est une vraie conviction pour moi et je comprends qu'il y ait d'autres parents qui ne la partagent pas. Mais comme je le disais dans les inconvénients de l'éducation démocratique, c'est vraiment le prérequis pour l'éducation démocratique. À la maison ça marche parce qu'on a cette conviction-là, mon mari et moi. Si ça n'était pas le cas, l'éducation démocratique ne fonctionnerait pas et on devrait revenir à un autre style d'éducation, soit bienveillant, soit Montessori, etc. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous correspond bien, qui nous permet vraiment d'échanger, de construire les choses ensemble et qui permet aussi de s'adapter à la croissance de notre fille. Plus elle grandit, plus elle est en capacité de venir participer à la vie de famille et donc ça se fait très naturellement de l'intégrer puisque ça fait longtemps qu'on l'a déjà intégré dans ces réflexions-là et donc on lui demande de plus en plus son avis sur plein de choses différentes, on intègre son avis. Si on le demande sans l'intégrer, il n'y a rien de pire. Donc il faut demander l'avis des enfants et ensuite il faut en tenir compte. Et ça marche très bien pour le choix des destinations de vacances, pour les activités ou pour le choix de son collège. Elle va aller au collège dans un peu plus d'1 an et c'est une vraie décision collégiale qu'on prend dans la famille pour voir où est-ce qu'elle pourrait aller et quel est le collège qui lui correspondra le mieux. Et bien entendu, on prend en compte son avis dans cette décision-là. Et enfin, on intègre un peu d'éducation bienveillante. Alors, moi, j'utilise la communication non violente. Je trouve que c'est intéressant pour faire attention à la manière dont on exprime les choses sans être agressif, sans coller d'étiquette. Ça, je trouve ça important et donc je fais attention à la manière dont je communique avec ma fille, même si parfois on s'énerve un peu et il y a des mots un peu de travers qui partent. Mais en tout cas, j'essaye de faire attention et d'intégrer cette communication non violente. Après, je suis pas à fond non plus dans tout ce qui est psy et du coup je vais pas super loin dans l'éducation bienveillante et l'éducation positive parce que j'aime pas mettre de la psychologie partout, essayer de tout interpréter, de comprendre toutes les émotions, etc. J'ai un côté un petit peu plus rationnel. Donc j'aime bien cette idée de communication non violente, j'aime bien faire attention à la manière dont j'exprime les choses pour que mes mots ne soient pas blessants. Par contre, ça correspond pas à ma personnalité de tout psychanalyser. Donc ça c'est la limite pour moi de l'éducation bienveillante, mais encore une fois je parle vraiment d'une expérience personnelle, ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres parents qui ne vont pas se retrouver là-dedans, c'est moi ma manière de concevoir l'éducation. En tout cas, il y a pour moi 2 choses qui sont importantes à retenir dans cette expérience-là. La première, on le voit, c'est que le style d'éducation il est finalement assez évolutif. Je suis partie de Montessori, je suis allée vers le démocratique, j'ai ajouté un peu de bienveillance. Et tout ça continue à évoluer parce que mes réflexions sur l'éducation évoluent, parce que ma fille grandit, parce que mon mari amène aussi des éléments, parce que moi j'en amène aussi, notamment tout ce qui concerne le management, qui est quelque chose qui est important pour moi. Et donc j'utilise des outils managériaux, je les adapte pour qu'on puisse les reprendre à la maison, etc. Donc toutes ces choses-là, elles sont enrichies en permanence. Donc il ne faut pas se dire j'ai un style d'éducation et je suis collée dessus et j'en bougerai jamais. C'est quelque chose qui évolue au fil des années et avec l'évolution de la famille. Et ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est qu'on a rarement un seul style d'éducation. En vrai, on va aller faire son shopping, on va prendre un petit peu d'un style, un petit peu d'un autre, un petit peu de choses qui vont être plus personnelles. Je parlais du management, par exemple, que moi j'ai intégré dans l'éducation de ma fille, et on va venir faire un gros mélange. Et au final, le style d'éducation qu'on va pratiquer avec ses enfants, il va nous être assez personnel. C'est quelque chose qui va être mélangé, mixé, on va s'inspirer pour finalement
créer notre propre style d'éducation. Et c'est ça qui va être intéressant parce que c'est ça qui va être le plus adapté à nos convictions, à nos valeurs et à la manière dont on a envie d'élever nos enfants. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de cette vidéo-là. Oui, il y a 4 styles d'éducation différents. C'est intéressant de les connaître, de s'en inspirer pour avoir des références, comprendre ce qu'on est en train de faire et ensuite de pouvoir s'en détacher, prendre des morceaux, les mixer, les mélanger pour pouvoir finalement construire son propre style d'éducation.